Le 7 de France l'emporte 28-7 face aux Fidji. Rendez-vous compte, double champion olympique en titre. Cette équipe des Fidji à terre, au sol, groggy par cette équipe de France. Stéphane Parez, Ryan Reba, Jean-Di Timo, Varian Pasquet, Jefferson Lee, Joseph Paulin Riva, Antoine Zegdar, Aaron Grandidier, Jean-Pascal Barak, Jordan Sefo, Nelson Épée et celui qui a fait la différence dans cette deuxième mi-temps, Antoine Dupont, monstrueux. Les Bleus, Daniel Herrero sont champions olympiques. Première médaille d'or pour le sport français. Exactement. Elle est dans cette balle ovale, dans les cœurs de ces hommes ovales. L'équipe de France de rugby à 7 est allée se chercher avec les dents dans un premier temps, avec la conviction dans un second, avec les dents, la conviction et un peu de talent en troisième temps. Et là, dans cette finale, tout est réuni. Ils y sont, ils tiennent dans cette première mi-temps, stratégiquement pensé quand même, ils tiennent le conflit, ils tiennent la conquête, ils tiennent l'occupation, ils tiennent la défense. En seconde mi-temps, ça explose tout azimut. Évidemment, l'entrée d'Antoine va être décisive, mais quand même tous, sans exception, ont fourni un match, je pense, au-delà de leur niveau individuel. C'est-à-dire que les Français sur le terrain ont montré un niveau collectif remarquablissime, puisqu'ils marquent 4 essais dans cette finale, et ils ont en même temps montré un niveau individuel au-delà de ce que chacun pour l'instant avait fait de mieux. C'est une superbe victoire et une superbe médaille. Les larmes évidemment d'Antoine Zegdar. Magnifique. Et champion du monde, vainqueur du circuit mondial il y a quelques semaines. Les Bleus qui enchaînent avec l'Olympe. On avait vu avant le coup de sifflet final, Daniel, la joie de Stéphane Parez et de Jérôme Daré, qui sont deux des hommes de base. Jérôme Daré, évidemment, le coach de cette équipe. Le travail fourni depuis 4 ans est récompensé. Ben oui, évidemment, on ne peut et on ne doit surtout pas oublier ou ternir la performance de notre coach, de notre staff sans doute. Mais ce coach-là, il est lucide et intelligent, 2, il est subtil et c'est un vrai bonheur, un vrai meneur d'hommes. J'allais dire, c'est un vrai bonheur de le voir mener les hommes. Il a cette qualité incroyable de donner à la fois et de la confiance et je dirais de la modestie et en même temps de l'humilité dans un jeu où à chaque instant il peut se passer à la fois un drame et un exploit. Non, c'est vrai, à chaque instant dans le rugby à 7. Tu vois, psychologiquement, c'est un jeu considérablement difficile, le rugby à 7. Tellement il y a des variations émotionnelles aux antipodes l'une de l'autre. Donc, notre coach, Jérôme Daré, honnêtement, il a bien géré. Tu l'as dit tout à l'heure, Rémi, en début d'analyse de ce match. Tu dis, est-ce que c'est. Et on a encore la même équipe à l'entame du match. Est-ce qu'il n'y a pas là confiance, gaillardise, sérénité? Est-ce qu'il n'y a pas là un projet général de jeu? Eh bien oui, moi je l'atteste, je le ressens et ça me paraît de totale évidence avec cette idée que c'est dans la seconde mi-temps, tellement nous avons confiance en nos forces, à notre santé, à notre potentiel joueur, c'est dans la seconde mi-temps que les chevaux vont se libérer, que les intentions créatrices vont le plus germer, et avec des hommes qui sont restés jusqu'au bout, à la fois frais, disponibles et, tenez-vous bien, très intelligent. Voilà. Gloire à cette équipe de France de rugby à 7. Gloire évidemment à tous. Gloire à leur coach qui les ont amenés là. Gloire à Antoine Dupont qui ajoute à sa légende en fait. Qui ajoute à sa légende. Qui est déjà une icône du sport français, une icône du rugby français, tout azimut, qui est une si belle personne dans son cœur, mais qui est en même temps un si grand rugbyman, qu'il a contribué aussi malgré tout à la gloire de l'équipe de France, de l'équipe nationale de rugby à 7. C'est magnifique, ces images, évidemment, la joie des Français. On a parlé de Jérôme Daré, il faut parler aussi du sélectionneur fidjien, Osea Kolinisao, qui a été appelé il y a 5 mois. Les Fidjiens n'étaient pas encore qualifiés pour ces Jeux Olympiques, et qui a réussi à les ramener en finale. Certes, ils sont double tenants du titre, mais ça n'allait plus au Fidji, et il a réussi à recréer un groupe et une équipe pour aller jusqu'à cette finale. Regarde Antoine, 3 fêtes. Mais c'est la troisième. Cet essai est impressionnant parce que cette passe sur le premier essai amené par Antoine Dupont, elle est exceptionnelle parce qu'il est juste à une hauteur, le défenseur. Juste Quentin. La course est belle, la course est décisive. Enfin, la course est tellement tranchante et tellement dominatrice en terrain, en espace, qu'elle est complètement décisive. Mais la passe
passe, c'est un sommet de classe. Parce que quand tu vois le défenseur, t'as l'impression qu'il fait 3 mètres de haut et il la passe et elle atterrit directement dans les mains de son coéquipier. Il y a 3 feintes de gestes, de timing. À un moment, s'il la lâche, il peut être intercepté. Et il la garde encore un dixième de seconde ou 2 dixièmes et il refait une deuxième feinte. On ne sait pas s'il va la donner par-dessous ou par-dessus. Et il y a une incertitude en même temps qu'il propose, qu'il impose aux défenseurs, qui continue à flotter, qui dans l'entre-deux essaye d'être gênant. Antoine, dans le même mouvement, il a cette course, évidemment, qui est énorme, qui est tranchante, qui est évidemment décisive, mais il a cette passe qui est un pur exploit de technicité individuelle, qui est un pur exploit de passe de rugby, voilà, qui est un pur exploit de transmission. À plus forte raison quand il y a derrière la transmission, il y a la plus belle des réussites, la récompense, l'essai et le titre. Allez, et voilà, 28-7. On n'a plus vraiment de mots pour parler de cette équipe de France à 7, messieurs, dames. C'est incroyable. Tous les superlatifs sont sortis. L'année de cette équipe de France de rugby à 7, le titre mondial à Madrid, le titre à Los Angeles, aujourd'hui ce titre olympique avec finalement que des hommes qui ont fait des énormes performances. On voit Antoine Dupont qui a sacrifié en partie sa saison pour faire ce tournoi olympique. C'était un pari pour lui. Il l'a réussi. On voit des clubs qui ont libéré des joueurs toute la saison. On peut penser à Castres, on peut penser à Toulon pour Zegdar, pour Rebadge. Ah oui, quasiment tous. Après, il y en a 3 ou 4 quand même qui sont sous contrat de la fédération. Il y en a 4 ou 5 qui sont dans des clubs. Ils ont été au service d'un projet, de l'équipe évidemment du projet de cette équipe de France. Et alors quand même, il s'est déclenché sur l'ensemble de cette saison, mais un esprit de conquête et un esprit de solidarité. Il savait, comme une gloire absolue, enfin comme une hypothèse de réussite, que s'ils étaient dans la fusion et dans le don de la première à la dernière minute, les hypothèses seront élevées. L'arrivée d'Antoine a fait le reste. Et bravo au club. On parle mais il y a eu des négociations quand même depuis des mois avec le Stade Toulousain, la fédération, avec Antoine Dupont. Pour lui, justement. Bravo, parce que au final, il a sacrifié le tour à destination pour ça. Oui, mais justement, et la Fédé l'a accepté. Tout à l'heure, on avait ce débat de est-ce que c'était une déception s'il n'y avait pas de titre au bout. Au final, ça reste l'aboutissement de tout un tas de travail, de négociations, d'organisation aussi. Oui. Pour un joueur extraordinaire, pour un joueur hors norme, mais ça aboutit et ça marche. Et la joie, elle sera contagieuse, elle sera collective aussi parce que tout ce qui a été mis en place par l'ensemble des du rugby français, on dira après. Presque par l'ensemble du rugby français, ça a marché. Donc bravo à tout le monde finalement. Et juste un petit mot aussi pour Jonathan Logiel, pour Dimitri Delibes, pour Jonathan Logiel parce qu'il n'a pas été pris, notamment alors que c'est un joueur de rugby à 7 français historique qui est là depuis plus de 10 ans. Pour des joueurs comme Dimitri Delibes qui me vient en tête, mais il y en a forcément d'autres qui font pas partie de cette sélection, mais qui étaient au stage, qui étaient dans ce stage au Fidji. Au Fidji, il y a 8 ou 10 mois, parce que la saison de rugby à 7, on ne la voit que de janvier à juillet avec ces Jeux Olympiques, mais ils se tapent 5 mois de préparation avant. Et il y a des joueurs qui ne font peut-être pas partie de cette aventure parisienne, mais qui font partie intégrante de ce groupe. On pense à Sacha Vallot, notamment, qui était là cette semaine pour commenter les premiers matchs de l'équipe de France. Voilà, il y a tous ces joueurs-là, ce groupe entier qui a fait naître cette équipe qui est là ce soir à Paris et qui a réussi une des plus belles pages, la plus belle page de son histoire, tout simplement. Oui, une des plus belles pages de tout le rugby français. Moi, ces joueurs-là sont mes frères, tu vois. Je veux dire, je me sens du rugby de France et ces joueurs-là ils sont issus d'une pensée rugbyistique française qui fait que, quand même, dans les grands moments, ça se solidarise, ça arrive à des complémentarités de comportement, ça arrive à élaborer des projets collectifs. Ouh là, il y a grandeur dans la maison ovale. Maintenant, après, dans la réalisation, dans le contenu, dans le labeur, dans la pugnacité, dans la coriacité, dans l'intelligence aussi, je dirais, de la gestion et de la santé des hommes et de la qualité du rugby produit, quand même, c'est arrivé un fruit merveilleusement mûr le jour de la finale olympique. Et puis à Paris. Et puis Daniel, tu dis une des plus belles pages de l'histoire du rugby français. Ça va rentrer clairement, c'est un titre mondial, comme France-Nouvelle-Zélande 99, comme la finale de 2011, comme l'exploit en 2017 à Cardiff face aux Blacks.
c'est au même niveau et ça peut être en discussion, pourquoi pas pour être au-dessus. Oui, ce sont les Jeux Olympiques, oui, c'est du rugby à 7, mais clairement ces garçons-là ont marqué l'histoire de leur sport. Oui. Vraiment. Non, mais le rugby de France est en effervescence. Le rugby à 7 va devenir sur la terre de France une pratique majeure. Le rugby à 7 tel que nous le voyons, il va devenir une pratique éducative majeure. Il n'y a pas un prof de gym aujourd'hui sur la terre de France qui se dit pas mais ce jeu-là, il est intéressant sur le plan des relations, sur le plan de la formation, sur le plan de l'ouverture, sur le plan de l'intelligence stratégique, sur le plan de la gaillardise, sur le plan de la solidarité. Tu vois ça? Non, le jeu de rugby à 7, il est propulsé par des hommes extrêmement talentueux, par une jeunesse joviale. Il y a de la fraîcheur quand même chez ces joueurs-là. T'as envie d'être leur copain. Il y a de la fraîcheur. Et en même temps, quand même, ça transpire, ça dégage un niveau de solidarité qui te laisse penser quand même que les grandes valeurs fondamentales du rugby, elles y sont aussi, quoi. Messieurs, dames, il y a 124 ans, l'équipe de France était déjà championne olympique de rugby. C'était du rugby à 15. C'était à Paris. Voilà. C'était à Paris, mais ça a été quand même la fin de l'aventure du rugby. C'était, il n'y avait que 3 équipes, elles étaient pas mal. Voilà, t'étais premier sur 3, mais voilà. Mais quand même, c'était une impulsion de l'aventure. C'était un début. 124 ans après, il y a de nouveaux champions olympiques français en rugby. C'est à 7, oui. Mais voilà. C'est dans un jeu qui se pratique aujourd'hui par 200 nations sur la planète. Tu vois, ça s'est un peu internationalisé. Et aujourd'hui, c'est devant 80 000 personnes. Et ça s'est joué aujourd'hui dans notre stade majeur, le Stade de France, au cœur de notre pays. Et là, il y en avait 80 000 qui sont venus encourager, des coquelets, à la fois enthousiasme, volontaire, pour faire en sorte que, le rugby soit grand, à travers le rugby, la France le soit aussi. C'est beau. On a les poils, on a quasiment les larmes aux yeux. Ça a été un moment magnifique. 28-7 donc pour la France face aux Fidji, champion olympique, les Bleus du Seven. On se retrouve tout de suite pour continuer d'en discuter. Sud Radio Sport, Rémi Dos Santos. C'est absolument incroyable ce qu'on vit. C'est historique, 28-7 pour l'équipe de France qui a remporté les Jeux Olympiques en rugby à 7 en battant les Fidji qui avaient remporté les 2 premières éditions à Rio et à Tokyo. Il faut se rendre compte. La première médaille serait celle du rugby. La première médaille d'or, la première Marseillaise sera celle du rugby grâce à Antoine Dupont, Varian Pasquet, Andy Timo, Ryan Rebadge, etc. Et Jérôme Darré, l'entraîneur. Qui, tu parlais de ses attributs génitaux tout à l'heure quand on en parlait, Quentin Cabanis, qui a ce courage de mettre Antoine Dupont sur le banc. Daniel Hérault, il a même changé en cours de tournoi parce que les 2 premiers matchs, Antoine Dupont est titulaire, il est pas aussi dominant. Pas aussi dominant, exactement, qu'il est là sur les deuxièmes périodes contre l'Afrique du Sud et contre les Fidji. Oui, plusieurs points d'analyse. Le premier point d'analyse, c'est que Jérôme Darlé, l'entraîneur du 7 de France, est un pion majeur de la réussite. Dans le sens où le rugby produit, la santé des hommes, la qualité de la gestion des matchs qui se sont déroulés ont tous attesté une pensée. C'est pas fait, rien ne s'est fait au hasard. Au départ, en tout début du tournoi, ce n'était quand même que mercredi, c'est-à-dire il y a 3 jours. Au départ, il semble que la présence d'Antoine Dupont lui apparaisse un élément positif. Il y a peut-être un doute sur la santé de fond. Le rugby à 7 demande des années de préparation, demande une qualité athlétique extrêmement pointue. Tous les joueurs qui sont là, à part Antoine, sont des joueurs qui se préparent à ces efforts-là, ces efforts très spécifiques, depuis des mois. Jérôme Darlé, il fait jouer Antoine au début et il semble qu'il ne soit pas satisfait de la qualité du rugby produit dans les premières mi-temps avec Antoine Dupont à la mêlée. Et il revient sur quelque chose qui lui apparaît plus rassurant, une formation d'équipe qui maîtrise depuis maintenant une année, je dirais, le début des matchs. On se met en place, on est raide sur le défensif, on manque pas un seul plaquage, on essaye de construire, mais on prend pas énormément de risques. On amène l'adversaire dans un climat où il peut être en doute et nous, on peut être en sérénité. Ça, c'est le deuxième point de l'analyse. Il estime que la sérénité qui règne derrière une première mi-temps maîtrisée, mais pas forcément gagnante, la sérénité qui règne derrière, elle sera propice à envoyer du jeu. Là, il fait rentrer Antoine. Là, le jeu augmente. Le potentiel créatif augmente. Le potentiel d'entreprise augmente. De tous. Tous, ils deviennent plus joueurs en seconde mi-temps.
tous ils deviennent plus capables d'initiative en seconde mi-temps. En seconde mi-temps, on les cite presque tous. En seconde mi-temps, on en cite très peu. En première mi-temps, on avait Timo. En seconde mi-temps, on les cite tous, on les cite en l'air. On les cite dans le cadrage des bords qui va faire un 2 contre 1 là où il n'y en a que 2. Tu vois, des mètres gagnés sur un défi physique. Voilà. Et là, je me dis, il utilise le potentiel santé d'Antoine Dupont avec le potentiel sérénité que les autres ont gagné en première mi-temps et qu'Antoine, en plus, va pouvoir exploiter. Antoine, il va pouvoir exploiter par la variété de son jeu et son potentiel d'initiative et sa santé à lui, dans les 3-4 dernières minutes, il va pouvoir exploiter cette sérénité qui s'est installée dans le destin de l'équipe de France de rugby à 7 en première mi-temps. Ça, c'est pour notre équipe, mais il faut se dire aussi que quand tu fais entrer Antoine Dupont, l'adversaire, en plus de ça, il se tend. Tu libères à la fois tes coéquipiers, mais en plus tu dois tendre l'adversaire. Il me semble que tu le disais tout à l'heure, Daniel, quand il y a Antoine Dupont sur le terrain, quand il va toucher le ballon, t'es plus enclin à défendre un peu plus nombreux sur lui, et donc de facto à libérer un petit peu les autres. Alors ça, le deuxième point, la dangerosité, le niveau très élevé d'un joueur amène souvent des vigilances défensives supérieur, tu vois, l'adversaire qui met évidemment soit des plans, un homme à homme quasiment. Dans certaines situations, aujourd'hui, Antoine, il avait un mec qui le suivait autour de la mêlée, tu vois, dans les zones de lancement notamment, mêlée, touche, coup franc. Sur les coups francs, par exemple, quand on a joué rapidement, il en a joué 3 rapidement, il y a sûrement un Fidjien qui se met dans l'instant, dans la seconde où le coup franc est sifflé, il se met à 10 mètres en face d'Antoine, c'est pour lui. Il est missionné pour ça. Là, nous sommes sur des minuties de fait, hein, de stratégie. Mais quand même, l'allure générale de la construction du rugby de cette équipe de France, elle passe par la pleine exploitation du talent de chacun de ces joueurs. Et quand même, je dois avouer, malgré tout, que la fraîcheur des conquérants à la balle, ceux dans l'air, ceux de la touche, ceux des renvois, ceux de la mêlée moyen, ceux des contre-rucks, 2-3, ceux du bordel mis dans le camp de l'adversaire sur les contre-rucks, pas forcément réussi, mais la puissance, tu vois ça, hein, quand il y a un regroupement, il y a un ballon au sol, il y a un ruck, donc à 1 ou 2, tu crées pas forcément le gain, mais tu crées le danger, tu crées le recul. C'est ce qu'on s'était dit sur le coup d'envoi du match. Absolument. Dès le coup d'envoi, on vient un peu chicorer la prise de balle fidjienne. Oui, on commet un en avant, mais on montre aux Fidjiens qu'on rentre dans le match pour les agresser et les emmerder. Ah oui. Alors ça c'est le dernier point, c'est l'augmentation, ça sur l'ensemble du tournoi, du potentiel d'agressivité. Les 2 premiers matchs, on trouve bas, un peu terne. On dit tiens, où il manque un peu de gaillardise, où ils sont un peu oppressés, où ils sont un peu dans le mécanisme d'angoisse qui fait que tu vois qui fait que oulala, avec les Argentins, ça se déclenche. Avec le quart de finale, ça se déclenche de façon considérable. On sait d'abord que les Argentins sont très agressifs, qu'ils sont très très pénibles, qu'ils ont des rapports d'orgueil, d'homme à homme de fait, et d'équipe à équipe. Ils sont toujours dans la stimulation des vexations, les Argentins, notamment sur le défi athlétique, où là, on l'emporte. On les tord en 5 minutes. Là, ça se dit. Et sur l'ensemble, les Français vont être dans la discipline, la demi-finale et finale, dans la discipline, dans l'extrême agressivité, dans les duels souvent gagnés, et à partir de là, 4 essais à 1. Ouais, tout est dit, oui, Quentin Cabanis. Ah bah oui, non, mais tout est dit. C'est quand même. Après, là, c'est des hommes qui viennent de rentrer dans l'histoire et qui ont fait une performance historique, parce qu'on se rend compte quand même qu'en face, c'est une équipe qui avait marché sur absolument tout le monde depuis le début de la compétition. Ouais. On leur avait donné un petit peu de fil à retordre dans le 3e match de poule, mais il faut voir qu'ils nous ont battus, et quand même assez largement. Et sur le reste il n'y avait pas eu photo, quoi. Les Fidjiens, ils faisaient office d'ultra favoris. Je pense que pour pas mal de personnes du grand public, l'équipe de France allait subir de victimes expiatoires en finale. Et là, ils sont arrivés avec un caractère phénoménal et ils ont roulé sur les Fidjiens, les Français, en 2e période. Ils ont été monstrueux. Exact. La seconde mi-temps, elle est du même ordre que la première mi-temps contre l'Argentine. Quand tu dis on leur monte dessus, on leur marche dessus, tout ça étant des métaphores un peu excessives, mais qui se dégagent vraiment d'une domination. Et à 14-7, Daniel, tu disais, à 14-7, Daniel, tu disais, on va gagner, alors qu'en rugby à 7 points, c'est rien. Absolument. Et toi, tu sentais
parce que cette équipe de France était tellement pleine de confiance, tellement dominante, que tu savais que finalement il pouvait rien arriver à ces Bleus. Ben, je voyais toutes les clés en place, quoi. Tu vois, dans le défensif, dans la pression, dans les duels, dans les petits signes de détail, le fameux contre-ruck, dans le ballon en l'air, dans le renvoi, ou dans tous ces secteurs France. France. Tu vois, ou si c'est pas gagné, c'est dangereux pour l'autre. Ou là, ça appellerait ça l'installation, non pas dans le confort, il n'y a jamais de confort dans ces genres de matchs. Parce que le rugby à 7 a une beauté sublime, c'est que tout est dans des temps réduits. Tout est réduit au rugby à 7. Tu vois, le nombre de joueurs, le temps de jeu, les temps d'action, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Le rugby à 7, c'est très castrateur. T'as toujours dit, tiens, montre-nous encore une action ou deux, tu vois. Le rugby à 7, il a cette densité comme ça. Et là, les Français, sur des petits détails, sur toute la seconde mi-temps, et de la première seconde de la seconde mi-temps, ils installent, j'allais dire, la main de fer, la classe et la sérénité. C'est ça, c'est la sérénité qui caractérise cette équipe. France, Fidji, Afrique du Sud, la cérémonie protocolaire de remise des médailles vient de commencer. Voilà le podium de ce rugby à 7 masculin à Paris 2024. Place aux filles demain. On va en parler un petit peu dans quelques secondes, dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. On va en parler. Sud Radio Sport, Rémi Dos Santos. Daniel Herrero, Clément Combe, Quentin Cabanis, on est ensemble jusqu'à 21h. On a du mal à s'en remettre un petit peu là, de ce titre. Là, on est un petit peu euphorique. Il y a de l'émotion, il y a de l'euphorie. On rappelle que c'est déjà la quatrième officiellement médaille pour cette équipe de France. On refait les comptes. Clément Combe. La 7 médailles d'or, évidemment, du rugby à 7. Bien sûr. Il y a déjà eu 2 en judo. La médaille d'or en équitation. Donc la médaille d'or du rugby à 7, la médaille d'argent de Luca Mechedze en moins de 60 kilos chez les hommes en judo. Il y avait une deuxième médaille une première médaille un petit peu plus tôt. C'était la toute première médaille d'ailleurs de la délégation tricolore. Chirine Boukli en moins de 48 kilos chez les femmes. Tout également en judo, donc ça fait 2 médailles déjà pour le judo, une très belle journée pour le judo français. Et enfin la 4e médaille en équitation, une médaille de bronze pour le concours général par équipe au dressage cette fois-ci. Voilà, et du coup on aura la 5e d'ici à peu près 1 heure. C'est en escrime, même puisque la finale elle a l'air d'avoir lieu maintenant, puisqu'ils ont l'air d'avoir montré le tableau final, etc. Parce que j'avais l'impression que ça avait changé, mais alors tant mieux, on va pouvoir la vivre un petit peu cette finale de l'épée féminine avec notre française Oriane Malo-Breton qui affronte Viviane Kong, la hongkongaise, dans cette finale de l'épée féminine. Donc 5 médailles pour cette première journée des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ça commence très très fort. On va revenir au rugby. Il va bientôt y avoir la première Marseillaise aussi de ces Jeux Olympiques. Exactement, il va y avoir la première Marseillaise d'ici quelques instants. Daniel, au moment où ça reprenait, tu étais en train de dire quelque chose sur Antoine Dupont. Qu'est-ce que tu disais? Il entre je disais qu'Antoine au Panthéon. D'accord. Oui, voilà, il est panthéonisé dans j'allais dire dans la nation de France. Hein. Sans aucun doute, c'est un sportif. Il a donc un jeune sportif. C'est un enfant de la jeunesse de France, mais il est si haut en niveau de performance. Il est si haut en comportement humain. Il est si haut en plénitude d'humanité. Tu vois, il est fait de modestie. Il est fait d'une saveur extrêmement élevée pour le travail. Il est tellement généreux dans la relation avec les autres. Il est à l'équilibre de la considération qu'il a de lui-même. Antoine Dupont, c'est pas un faux modeste, un homme qui sait ce qu'il vaut. Tu vois, il a pas un ego surdimensionné. Mais dès qu'il rentre sur un terrain, dans cet espace-là, il a une capacité à se donner au monde, aux autres partenaires, qui est considérable. Et en même temps, il a, comme vous le savez maintenant depuis longtemps, il a été meilleur joueur de rugby du monde à 15. Il aurait pu l'être 2 ou 3 fois. Il a été une fois, mais depuis 2 ou 3 ans, il domine le rugby mondial individuellement, je parle. Et donc, il y a quelque chose d'immense chez ce joueur. Mais en même temps, il arrive dans le terreau de cette équipe de France de rugby à 7, qui n'est pas son terreau initial, malgré tout, son terreau culturel, son terreau d'expertise. L'expertise la plus haute, quoi. Hein. Antoine Dupont, c'est un gars qui s'entraîne depuis maintenant 15 ans, plusieurs heures par jour autour du rugby à 15 quand même, quoi. Hein. Il arrive dans cet autre jeu, et ils s'y font avec noblesse, avec ouverture d'esprit, avec dignité, avec extrêmement de respect pour tout le monde. Il est dans le champ
J'aime pas trop, moi, dans le monde du sport et du rugby en particulier, quand on parle et quand on glorifie à l'exclusive les joueurs. Là, ça sera pas le cas. Mais quand même, franchement, en bout d'analyse, derrière cette très belle équipe de France de rugby à 7, derrière ce très très beau coach, il y a évidemment cette personnalité d'Antoine Dupont qui met quand même une dimension originale à ce titre même. Ouais, c'est vrai qu'Antoine Dupont, il très clairement, il dépasse là désormais le cadre du rugby. C'était déjà le cas. Hein. Oui, mais c'est ça. Et en fait, il continue à écrire sa légende finalement, parce que on se rendait pas compte, peut-être, je pense, avant de la Coupe du Monde de rugby, de l'aura qu'avait Antoine Dupont, mais tous les comment dire, les feuilletons qu'il y avait eu autour de sa blessure, etc. On s'est rendu compte de la pression qu'il y avait autour de ce garçon. Là, il choisit d'aller faire les Jeux avec donc le statut de meilleur joueur du monde de rugby à 15. Il y avait toutes les polémiques. Oui, il délaisse le 15 de France pour aller faire les Jeux Olympiques. Il fait pas le tournoi. Lui, il arrive avec une énorme humilité dans le rugby à 7. Il a accepté d'apprendre, de faire des stages justement pour découvrir ce sport. Il accepte là d'être remplaçant sur une finale olympique parce qu'il sait que finalement il peut faire basculer ce match en seconde période. On se rend pas compte de l'humilité du garçon, mais aujourd'hui de l'immense star que c'est. Ça va peut-être être le joueur français le plus star qu'on ait eu de toute l'histoire. Aujourd'hui, je pense que personne en France ne va pas connaître le nom d'Antoine Dupont, ce qui était peut-être pas le cas sur d'autres joueurs de rugby, même déjà starifiés. Moi, j'ai une question parce que je déteste ce débat parce que je considère qu'il est qu'à la moitié de sa carrière, mais où est-ce qu'on le classe parmi les légendes du rugby français ? Parce que déjà, au vu de tout ce qu'il a gagné en club, un titre olympique avec l'équipe de France, il a déjà le Grand Chelem, il lui manque que la Coupe du Monde. Il ne lui manque que la Coupe du Monde, mais que personne en France n'a gagné. C'est ça. Oui. Où est-ce qu'on le classe parmi les légendes du rugby français ? Parce que c'est une question qui peut prendre des heures à répondre, mais en fait, moi, j'ai pas de réponse définitive à cette question. Par contre, il est déjà dans la discussion. C'est définitif. Oui, on pourrait dire que le rugby français, dans toute son histoire, qui date quand même, on dira, de la fin du 19e, quoi. Depuis 1900, quoi. Il y en a eu quelques-uns. Voilà. Mais le rugby français, culturellement, de par l'histoire du jeu de rugby à l'échelle de la planète, et du rugby de France en particulier, jamais n'a glorifié un individu, jamais. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas un joueur dont on se rappelle. Il n'y a pas un expert rugbyistique qui pourrait te dire oui, mais il y en avait un en 1930 ou en 1940. Tu vois, très très peu. Bon, c'est des équipes de fait. C'est toujours des équipes. On citera des équipes de clubs, on citera même une équipe nationale en rugby qui, jusqu'aux années 60, se mettait en exergue. Avec les années 60 ou les années 70, l'arrivée de la médiatisation, les transformations du championnat. Bon, la deuxième partie montre quand même l'émergence de quelques joueurs. Mais on a toujours beaucoup de difficultés à mettre. Qui y a ? Dis-moi un joueur des années 60. Bon, il y en a un ou deux qui émergent. Ils sont rares, très rares. Ah, mais la première star, c'est Serge Blanco. Non, la première star, c'est Jean-Pierre Rive. Jean-Pierre Rive, oui, pardon. Oui, il a des traits d'originalité, il a les valeurs majeures que le sportif estime. Il est incroyablement courageux, il a une posture très, très repérable. En même temps, il est d'une incroyable générosité. Bon, c'est la première star. Mais on n'aime pas trop, hein. Il y a ce côté collectif. Nous, on va rester très modeste. Le monde du rugby va rester modeste là-dessus. Derrière, il arrive Serge Blanco. Lui, c'est un arrière. Il a des traits physiques hors normes. Effectivement, il est très offensif. Il semble porter quelques bases de l'âme de France. Il est assez courageux et il court très vite. Il aime danser, il aime chanter, il aime courir avec la balle. Il rentrera, effectivement, lui, quand même, c'est le premier. Là, nous sommes au milieu à la fin des années 90, les années 90, voilà. Serge Blanco deviendra quand même le premier joueur à rayonnement international et quand même dans notre estime, il est star. Star, ça veut dire ça brille et ça passe vite. Lui, il est star qui reste. Bon, c'est quand même quasiment le premier et le seul. Oui. Depuis, on en cite. Ouais, on en voit qui ont été bons. Mais depuis, on n'en cite pas. Depuis les années 2000, on en cite peu. On a de la difficulté à glorifier un seul joueur dans le rugby de France. Dans les temps récents, celui-là, il arrive rare. Tu vois, on voit que l'équipe de France de rugby ou le rugby de France, depuis 5 ou 6 ans, il a transformé son talent, son type de jeu à l'échelle des clubs, à l'échelle de l'équipe nationale. Depuis, on dira, grosso modo, les années 2020, pardon. Et là, il surgit celui-là. Et alors, celui-là, il va être glorifié, bien qu'étant infiniment modeste.
Oui, c'est peut-être la plus grande force de cette discipline du rugby en général, de ne pas de ne pas starifier ces grands joueurs en France, parce que il y a quand même énormément de légendes du jeu dans le rugby français. Enfin, on parle de Serge Blanco, moi de suite dans la chronologie, celui qui me vient ensuite, c'est Philippe Sella. Mais est-ce qu'il a cette dimension de star? Peut-être pas, mais ça reste une légende du jeu. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça reste une légende du jeu. D'abord, le mot légende, il faut faire gaffe. Tu vois, il est honnêtement, je dirais, d'une métaphore trop aisée. Aujourd'hui, il inonde, de fait. Il devient tellement hors norme, tu vois. Je l'utiliserai pas pour n'importe qui. Oui, j'entends. Je le mets dans une catégorie de joueurs. Tu l'as lâché avec grandeur. Tu vois. Il rentre dans la légende, ça veut dire qu'il s'approche des dieux, de fait. Il va rester pour l'éternité dans le mot légendaire. Légendaire, ça va traverser le temps. Ça s'usera pas avec le temps. L'image restera restera gravée dans le cœur des hommes et dans le cœur des pierres et dans le cœur des statues et dans le cœur bon, il y en a peu. Tu dis Philippe, c'est là, pourquoi pas? Nous, on sait, on l'a beaucoup aimé, c'est un très grand. Mais cette plénitude, ce talent général, cette profondeur d'homme, de fait. Oui. Cette profondeur d'homme, derrière le talent du joueur, le talent et à la hauteur de l'homme, de fait. Antoine, il est grand, hein. Il est grand. Hein. Il est grand d'humanité, il est grand d'intelligence, il est grand de sobriété, il est grand de simplicité, il est grand de talent, il est grand de pensée. Et il y a presque quelque chose d'involontaire chez lui, dans sa starification, au-delà de ce qu'il fait sur le terrain est indéniable et il met énormément de travail et d'effort, mais tout ce qu'il y a autour... je dirais pas qu'il le subit, mais ça vient à lui et il le prend comme ça. Très bonne remarque. Elle nous a agités à tous. Elle nous a agités même avant la demi-finale de tout à l'heure et la finale de ce soir. Elle nous a agités. Quand même, Antoine, on parle presque que de lui dans les médias. Il n'y a pas un chapitre, il n'y a pas une analyse qui commence pas par Antoine. Ça peut être fatigant. Il y a 90% du sponsoring autour du rugby français à 15 et autour du rugby français à 7 qui se fait autour d'Antoine Dupont. L'économie d'Antoine Dupont à quintuplé, sextuplé, décuplé, centuplé, tu vois, de par l'intérêt qu'il propose. Et les autres, presque rien. Ça peut blesser, ça, hein, dans l'histoire d'un jeu où tout est au partage, où tout est tu vois ça. Et bien, notamment avec Antoine, ça ne le fait pas. Nul le moindre embryon de jalousie sur Antoine. Tu vois, d'où l'idée aussi qu'il est très estimé dans le peuple de France. Hein. Voilà. Aucun. Attention, les collègues. Il y a la Marseillaise. Pour les joueurs du rugby à 7. Les champions olympiques. Unique dans leur histoire, ça. Unique dans leur vie. Hein. Superbe, les collègues. Elle est magnifique, cette Marseillaise chantée par quasiment tout le Stade de France, bien évidemment. Le titre olympique du 7 de France, Antoine Dupont et ses partenaires. Et messieurs, dames, j'ai envie de vous sortir un petit tweet. Oui, monsieur, avec la médaille d'or et 5 drapeaux français, signé Virimi Vakatawa. Ah bah oui. Et oui. C'est l'un des. Il vient de là, lui. Il vient des pionniers. On l'oublie, c'est un des pionniers de cette équipe de France à 7, Virimi Vakatawa. Et en plus, c'est un match particulier pour lui. C'était contre les Fidji. Il avait été meilleur joueur du monde. Meilleur joueur du monde à 7 une année, Virimi Vakatawa. Ouais, tout à fait. Je pense. C'est quand on pense, on a parlé des anciens, tu as parlé de certains qui n'étaient pas là. À Jonathan Logel, on pense à Jean-Pascal Barak qui fait du 7 depuis une décennie. Oui. On pense à Gabin Villiers aussi qui a été Bouraoua. Thierry Bouraoua, bien sûr. Monstrueux Thierry Bouraoua. Julien Candelon, le team manager de l'équipe de France. Les Lacafia. Alors eux, par contre, notamment ceux qui ont joué dans les deux. Je pense à Candelon, tu vois, qui a gloire à 15, qui a gloire à 7, à un temps où ça se pouvait. À partir de là, ça va plus se pouvoir. Thierry Bouraoua, il est le prototype, j'allais dire, du bâtisseur et du c'est le premier. C'est le premier MBB de ce jeu. Ça a pas marché. Ouais. Quand il a essayé de passer à 15, lui, il est revenu à 15 où il avait quand même commencé. Et non, c'est à 7 qu'il a été bâtisseur de l'aventure du. Aujourd'hui, il a une part, lui,
dans la gloire du 7 de France. Personnellement, moi, Terry Bouraoua, c'est le numéro 4. Je me souviens de lui, parmi les pionniers comme ça, on se souvient des joueurs, de leur numéro de maillot. Il représente aussi peut-être quelque chose, comme tu dis Daniel, de spécifique. Et cette équipe de France-là montre aussi avec ses profils de joueurs. Certains iront jouer à 15, je pense à Aaron Grandidier qui ira à Pau cette saison. Mais cette équipe de France-là montre aussi qu'elle a des profils de joueurs choisis qui sont faits pour le 7. Est-ce qu'ils sont faits pour le 15 ? On ne sait pas. Antoine Dupont est fait pour tout. Ouais, c'est ça, il est fait pour le rugby. Antoine Dupont, il pourrait jouer pivot au basket, tu vois, il mesure 1m70, tu vois. Non, mais il pourrait lancer le poids aux Jeux Olympiques. Il marque un essai talonneur aujourd'hui. Il marque un essai talonneur après un maul. Il lance en touche. Je suis sûr que c'est Antoine qui dit molle. Oui, mais oui. Il reste 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes. Il regarde un peu, on est à 5 mètres de la ligne, c'est pas un molle de 10 mètres de profondeur. Tu vois, si on se place bien. Jamais personne ne s'attend à un molle sur une finale olympique. Tout le monde se dit qu'il va écarter. Ou alors qu'on va juste jouer la touche et ils y viennent à 3 d'abord, puis 5 ensuite, et Antoine il y va. Et il dirige le camion comme un talonneur, il finit comme un talonneur. Antoine Dupont, il a montré que c'était le meilleur neuf de la planète, il a montré qu'en 10 c'était pas loin d'un des meilleurs de la planète, et aujourd'hui il nous montre qu'il peut jouer talonneur. Il est incroyable ce garçon. C'est fou. Que ne peut pas faire Antoine Dupont. Ouais, mais et alors il vient à mon sens à la fois au secours du rugby dans son ensemble. Le monde entier s'interroge, mais comment tu ne peux faire que du 15, tu peux faire que du 7, c'est pourtant le même jeu, c'est pourtant les mêmes règles, c'est pourtant le même terrain. Alors qu'est-ce qui change, qui fait que tu es joueur de rugby à 7 et pas joueur de rugby à 15? Qu'est-ce qui change? Et oui, mais c'est la question que je me pose. Il y a une dimension physique. Et il y a une dimension athlétique considérable d'écart. Je pense qu'il faut un cardio qui est quand même assez exceptionnel. En fait, il faut un cardio. En fait, c'est la cardio, mais c'est surtout, je pense, la capacité à faire monter son cardio très haut et à tenir sur un temps très court. À accepter la souffrance. C'est ça le match. Sur un terrain de rugby à 7. À 15 aussi, tu dois l'accepter, la souffrance. Mais la souffrance, elle est plus dans le combat, dans la souffrance physique, de la douleur et des chocs. Tu vois qu'Antoine Dupont, au bout de 7 minutes sur un match comme ça, Antoine Dupont, avec le physique qu'il a, au bout de 7 minutes, il est cuit. Tu te dis, t'imagines la violence de ce sport, quoi. C'est là que tu te rends compte de la violence du rugby à 7. Sur le plan athlétique, il est d'une violence inouïe, le rugby à 7. C'est aussi le rugby à 7, tu rentres sur un terrain à vitesse maximale, et tant que tu es sur le terrain, tu es à vitesse maximale. Tu es 90% de ton temps à vitesse presque maximale. Sur un terrain de rugby à 15, où tu joues pendant 80 minutes, tu vois la différence. Là, il joue 14 minutes. Pendant 80 minutes, tu te déplaces à 70 à 80% du temps à allure moyenne. Tu vomis pas sur un terrain de rugby à 15, c'est rare. Sur un terrain de rugby à 7, tous sont au bord du vomissement, à la 2e minute, au 3e mouvement d'affilée. Mais la qualité athlétique, c'est un truc, bon, on peut le comprendre. Et après, pourquoi Antoine Dupont Antoine Dupont a un QI rugby hors de la moyenne. Il voit les choses qu'on voit pas. La dimension du jeu groupé n'existe pas sur le rugby à 7. Donc la course et la passe sont le cœur de l'aventure. Oui. Et l'évitement. En fait, il est le prototype du joueur qui sait éviter tout le monde avec son crochet intérieur dévastateur. Il a une qualité de passe largement au-dessus de la moyenne. Et puis il est solide sur les appuis. Et il a un côté polyvalent au sens où on l'a déjà vu jouer à plusieurs postes à 15. Et c'est un monstre en défense. Il faut pas oublier aussi que défensivement, il peut détruire un adversaire par un plaquage. Antoine, c'est un mec qui mesure 1m70. Tu vois, donc c'est le plus petit joueur du réseau international. De rugby à 15 et à 7. Il ne va en avoir beaucoup de moins de 1m70, même à 7. Donc Antoine, tu vois, mais par contre, il fait 90 kilos. En d'autres termes, Antoine Dupont, il a des qualités athlétiques dans les guibolles, d'explosivité. Explosivité, qui en fait un joueur rare. Elle est magnifique, encore une fois, cette victoire de l'équipe de France de rugby à 7. Ce succès donc qui porte encore une fois la marque d'Antoine Dupont. On se retrouve dans quelques instants pour continuer et terminer cette première journée de Paris 2024. À tout de suite sur Sud Radio.